Laetitia, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je jette un petit coup d'œil sur le chat à gauche. Si jamais quelqu'un ne m'entendait pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, a priori, ça a l'air OK. Vous m'entendez, super. Donc, on est ensemble pour à peu près 1 heure, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, hein. Merci Floriane, parce que vous avez des contraintes et moi aussi j'ai des contraintes après. Je vous souhaite à mon tour aussi la bienvenue pour cette formation que Laetitia et moi avons choisie avec un titre un petit peu provocateur, hein, puisque comment rater une réunion, ça j'ai l'impression que tout le monde sait faire. L'idée étant évidemment de vous donner les trucs à ne pas faire pour réussir vos réunions. C'est vrai que on a une culture de la réunion en France qui n'est pas forcément la plus performante qui soit. Et moi qui ai l'habitude de travailler avec des entreprises anglaises, américaines, allemandes, suisses, finlandaises, enfin, etc., très souvent, la culture d'origine de ces pays-là a fini par infuser. Alors, ce n'est pas systématique, mais ça fait qu'on a des endroits où la réunion est super efficace et puis d'autres endroits où les réunions sont un petit peu moins performantes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, même si je reconnais des visages, Stéphanie, bonjour. On se connaît parce qu'on fait partie du même syndicat de formateurs. Je vais me présenter pour que vous ayez une idée de qui je suis. Donc, je suis Philippe Enstetter. Je fais de la gestion du temps, de l'organisation. Je suis formateur depuis 20 ans. J'ai commencé à être formateur en l'an 2000. D'abord, je l'ai fait pendant 5 ans en tant que salarié et dans une entreprise qui, elle, était basée à Lyon, qui a disparu à la fin de 2004. Et comme j'ai toujours eu, alors en fin 2004, je me suis retrouvé sans emploi, mais avec des clients que j'avais développés dans la région, avec des programmes que j'aimais bien animer, des thématiques qui me passionnaient. Et depuis toujours, avec aussi l'envie de me mettre à mon compte, ce qui fait que mon employeur m'a viré pour raison économique, hein, je tiens à le préciser, en novembre 2004 et j'ai créé Tempéo en janvier 2005. Voilà. Le métier de Tempéo, je le positionne autour de l'efficacité professionnelle, c'est-à-dire que j'y mets de la prise de parole en public, de l'animation de réunion, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais il est vrai que mes clients me font surtout intervenir sur la gestion du temps et sur l'organisation. Je travaille principalement pour des grosses sociétés de la région Alsace, puisque je travaille pour des gens comme Gaz de Strasbourg, Électricité de Strasbourg, je travaille pour Ager, je travaille pour Wurth. Ce matin, j'animais une formation pour Kuhn, donc ça c'est à Saverne. Enfin voilà, plutôt des grosses boîtes. Pour une raison qui est toute simple, c'est que étant tout seul dans mon entreprise, j'ai choisi de travailler plutôt avec les grosses boîtes parce que comme ça, l'investissement commercial est beaucoup plus rentable. En clair, Kuhn, je les ai pas vus depuis 2 ans. Mais j'avais déjà travaillé pour eux et quand on s'est rappelé, ça a eu quelques échanges de mails, quelques coups de téléphone et puis la formation s'est mise en place. Voilà. À noter que Tempéo, ça c'est surtout pour ceux d'entre vous comme Stéphanie qui sont formateurs, et a obtenu sa certification Calliope depuis le mois de mai. Je suis très content qu'aujourd'hui je propose d'ailleurs un accompagnement dans ce sens-là pour les organismes de formation. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, sauf si vous avez des questions, mais je vois que sur le chat, il n'y en a pas. N'hésitez pas à lever la main. J'aime bien l'interaction. Un formateur a besoin d'échanger pour être bon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Activez votre micro, je vous écouterai et puis on pourra avancer. Alors, la première chose, non, Marie, my English is a bit too weak to train in English. Sorry, I don't speak English good enough. Donc, c'était pour répondre au chat. Non, je ne le fais pas en anglais, ni en allemand d'ailleurs. Bon, en alsacien, c'est encore pire. Alors,
la culture de la réunion. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez rater une réunion, commencez par ne pas faire d'ordre du jour. C'est vraiment la première chose qui est indispensable à faire si vous voulez réussir une réunion. Faites un ordre du jour. Mais attention, faire un ordre du jour, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste lister, faire une liste de thèmes. On va parler de ceci, on va parler de cela. Vous voyez que sur la diapo que je vous affiche, j'ai mis une cible et j'ai mis quelques mots pour vous donner des idées. Pourquoi? Parce que un ordre du jour, ça ne peut pas être une liste de thèmes. Un ordre du jour, ça doit être une suite d'objectifs. Qui peuvent être, alors je vous ai mis là sur la diapo 5 exemples, qui peuvent être décidés, qui peuvent être convaincus, qui peuvent être planifiés, qui peuvent être informés, élaborés, évalués, enfin tout ce que vous voulez. Mais il faut que votre ordre du jour comprenne un objectif. Je pense sincèrement que l'un des principaux problèmes de nos réunions, c'est que nous listons des thèmes et que nous listons pas d'objectifs. Ça pose plusieurs problèmes. Si vous n'avez pas d'objectif à votre réunion, comment pourrez-vous évaluer la réussite de votre réunion? Si vous n'avez pas dit « je veux qu'à la fin de la réunion, nous ayons élaboré tel projet, que nous ayons organisé tel autre projet, etc. » À quoi verrez-vous que votre réunion réussit ou pas? Il vous faut mettre des objectifs. Et pour ça, j'ai un petit truc, une petite astuce que je fais systématiquement dans les réunions que j'anime et quand j'envoie un ordre du jour, c'est qu'à chaque point de l'ordre du jour, je mets un verbe. Un des 5 qui est là, que je vous propose sur cette diapo, ou un autre, peu importe. Mais vous comprenez bien que si par exemple je vous envoie un ordre du jour avec comme point plan d'action commerciale, vous ne savez pas ce qu'on va faire. Vous ne savez pas quel est l'objectif. Par contre, si je vous dis évaluer le plan d'action commerciale, si je vous dis élaborer le plan d'action commerciale, si je vous dis présenter le plan d'action commerciale, vous voyez bien que avec ces 3 verbes différents, j'ai proposé 3 objectifs différents. Et 3, avec l'avantage en plus, c'est que pour les participants, la préparation sera différente avant la réunion. Si je vous dis juste plan d'action commerciale, vous venez avec les mains dans les poches parce que vous ne savez pas ce qu'on va faire. Si je vous dis évaluer le plan d'action commerciale de 2020, vous dites « Ah, j'ai des choses à dire sur le plan d'action commerciale 2020 de l'année qui se termine. Donc, avant de venir en réunion, je prends une petite feuille de papier et je note telle action n'a pas réussi, il aurait peut-être pas fallu faire ça un petit peu différemment, etc. » Donc, j'ai déjà en tant que participant des informations sur comment préparer ma réunion. Si à l'inverse, je vous dis élaborer le plan d'action commerciale 2021, vous allez venir en réunion avec vos idées, ce qu'il faudrait faire pour préparer l'action commerciale de l'année prochaine. D'accord? Donc, vous voyez que déjà, non seulement je fixe un objectif, mais en plus, j'aide les participants à préparer leur réunion, à faire en sorte qu'ils ne viennent pas les mains dans les poches et qu'en amont, ils aient un minimum de préparation dans leur réunion. Ajoutez à ça que si je dis élaborer le plan d'action commerciale 2021, je sais à la fin de la réunion si mon plan d'action commerciale est prêt, auquel cas je dis bravo, on a bien travaillé, on a avancé, l'objectif est atteint. Et si jamais il n'est pas prêt, je sais que je ne suis pas dans les clous, que je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif, ce qui va m'amener à prendre d'autres décisions qui sont quand est-ce qu'on se revoit, comment on fait pour avancer, enfin, etc. Pourquoi on n'est pas arrivé au bout, quelles sont les informations ou les personnes qui, dans la réunion, n'étaient pas là pour qu'on puisse avancer suffisamment bien pour arriver à atteindre notre objectif. Donc, vraiment, quand vous faites un ordre du jour, ne vous contentez pas de lister des objectifs, mais allez jusqu'à cette réflexion autour de lister des thèmes ou des sujets, mais allez à cette réflexion à l'objectif de façon à ce que vous sachiez à la fin de la réunion si la réunion a été productive ou pas, si on a atteint l'objectif ou pas. Est-ce que j'ai été clair sur ce premier point? Ou est-ce que vous avez des questions, des interrogations?
Je ne vois pas de questions sur le chat, personne qui ne semble lever la main. Merci Elisabeth, très clair, super, merci Floriane. Donc ça, c'est vraiment le premier pas. Réfléchissez en termes d'objectifs. C'est la base. Pour continuer, et on est toujours dans l'élaboration de l'ordre du jour, c'est mal les réunions tour de table. Qu'est-ce que vous voulez dire, Caroline? Si vous pouvez ouvrir le micro, vous pouvez préciser ce que vous appelez une réunion tour de table? Bonjour Philippe, donc je suis Caroline Carlo-Schmitt, je suis à l'école de journalisme et nous, nos réunions hebdo, en général, c'est chacun qui parle de ses dossiers. Donc en général, ça dure entre 3/4 d'heure, 1h30, selon les dossiers des uns et des autres. Mais donc un de nos principes fondateurs, c'est de ne jamais faire d'ordre du jour. Mais chacun vient avec ce qu'il veut, donc ça a créé une bonne cohésion d'équipe et tout le monde est content de pouvoir parler de ses dossiers. Alors moi, ce que je crains, j'entends sur ce type de réunion, ça peut être des réunions d'équipe très ritualisées, hebdomadaires, parfois un rythme un petit peu plus tranquille. C'est que si là, on a un objectif qui est de partager les informations et de faire en sorte que tout le monde soit à peu près au courant de ce que fait chacun, même si chacun travaille de son côté. C'est plus des réunions dont l'objectif est d'informer, ce qui est un objectif en soi tout à fait honorable. Je fais quand même très attention sur ce type de réunion parce que dans le contexte professionnel qui a été le mien, il y a dans les autres vies professionnelles qui ont été les miennes, ces réunions tournaient souvent à des gens qui étalaient pendant de très longues minutes ce qu'ils faisaient et combien ils étaient brillants et qu'est-ce qu'ils travaillaient bien, laissant aux gens qui parlaient après eux la portion congrue ou alors on explosait le timing. Ce qui faisait que moi, je me rappelle dans une activité, on était une dizaine autour de la table, on avait fixé comme règle, on se voit tous les lundis matins de 9h à 10h. Et de fait, en réalité, on se voyait de 9h à midi et demi, 13h, enfin, etc. Donc, il faut que l'animateur de la réunion, mais ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai, il faut que l'animateur de la réunion soit très attentif à ça, à la fois sur le fond, sur le respect du timing et ce genre de choses. Donc, ce que vous appelez réunion tour de table, pourquoi pas, ça ne me choque pas outre mesure, mais il faut qu'elle soit bien cadrée, qu'on reste bien dans les objectifs, qui est que ce sont des réunions d'information. Alors, je vois Rachel qui me demande qu'est-ce que c'est que le timing idéal. C'est pas compliqué. Dans l'idéal, il faudrait éviter de dépasser 1h, 1h30 de réunion. Je dis dans l'idéal. Pourquoi je précise dans l'idéal? Parce que je vous parlais de mon dernier employeur, c'était une boîte qui était basée à Lyon. Quand on organisait les réunions, évidemment, je n'allais pas à Lyon pour 1h ou 1h30 de réunion. D'accord? Et quand je me déplaçais jusqu'à Lyon, on faisait une réunion, toute l'équipe, toute la journée. Mais si vous dépassez 7 heures ou 7h30, faites des pauses. Le cerveau humain n'est pas efficace au-delà d'1h, 1h30, gros maximum. Donc, il faut qu'on scande notre demi-journée, voire notre journée, par des pauses. Et puis aussi, pour être efficace, mais ça, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai, varier les techniques d'animation. Faites pas toujours de la discussion. Il y a plein d'autres façons d'atteindre un objectif de réunion. On les évoquera un petit peu tout à l'heure. Donc, varier les techniques d'animation. Mais si vous voulez, parce que je regarde le timing, justement, je voudrais passer à l'item 2 qui est de choisir les bons participants. Posez-vous la question, qui est-ce qui est vraiment utile à la réunion? Ce sont pour moi les gens qui apportent quelque chose à la réunion ou les gens qui viennent prendre quelque chose à la réunion? Normalement, les autres n'ont pas à venir en réunion. Ça va être une perte de temps. Je dis normalement, pourquoi? Parce que dans certaines organisations, dans certaines entreprises, dans certaines structures, les réunions peuvent être porteuses d'une charge symbolique importante. Si je suis invité à la réunion, ça signifie que je suis bien en cours. Si je n'y suis pas invité, certains pourraient le prendre mal et pourraient commencer à s'inquiéter.
Alors, je ne connais pas suffisamment vos organisations, je les connais d'ailleurs carrément pas, hein, vos entreprises, mais dans les régions où cette charge symbolique est forte, ne pas inviter quelqu'un à une réunion, même s'il n'a rien à y faire, rien à y prendre ou à y gagner, ça peut avoir des conséquences négatives. Donc, mais je dirais que de manière générale, là, le problème, il est plus un problème de management plus global que d'animation de réunion. Donc le problème, il est vraiment en amont, dans la culture d'entreprise, etc. Donc choisissez les bons participants. Mélanie, à votre question, alors Marie, pour la question, le timing pour une réunion en ligne est-il différent? Pour moi, maximum 1 heure, 1 heure et demie aussi. Éviter les réunions en ligne 2 heures, ça devient pénible. Maintenant, même les formations que j'anime en ligne, maintenant, je vais commencer vraiment à les fractionner beaucoup plus parce que ce soit pour l'animateur ou pour les participants en ligne, c'est beaucoup plus fatigant. Parce qu'il faut une capacité d'attention, ça demande beaucoup plus d'attention, etc. Donc je dirais que non, le timing n'est a priori pas différent, mais il faut encore le respecter beaucoup plus scrupuleusement. Une réunion en ligne qui dépasse 1 heure et demie, c'est l'enfer. Hein. Vraiment, ça devient extrêmement pénible. Et très honnêtement, la production sur la dernière partie de la réunion, après 1 heure et quart, 1 heure et demie, elle est quasiment sans intérêt, quoi. On ne produit plus grand-chose de vraiment utile. Quant à la question de Mélanie, en cas d'objectif non atteint, est-ce qu'on peut fixer le même objectif pour la réunion suivante? Non, 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 on ne peut pas, on doit, si l'objectif reste actuel. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est l'une des dernières choses qu'on doit faire à la fin de la réunion. On reprend l'ordre du jour, ça c'est bon, on a atteint notre objectif, ah là on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on décide ensemble de ce qu'on fait. Il y a 2 options. Quand c'est soit on poursuit la réunion un petit peu plus longtemps, si vraiment le sujet est brûlant, mais dans la meilleure option pour moi, c'est dire ok, on se revoit dans 2 jours ou dans 1 semaine pour reprendre ce sujet-là et pour pouvoir avancer un petit peu plus efficacement si un des sujets de l'ordre du jour n'a pas été atteint. D'accord? Ça va pour ça? Je continue. 3e item pour rater les réunions, discuter toujours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est qu'on a l'habitude dans notre pays de considérer qu'une réunion, c'est on se met autour d'une table ou derrière des webcams, hein, avec, quand tout va bien, un ordre du jour et on a des sujets. Et puis on parle. Eh bien, ne perdez pas de vue qu'il y a plein de solutions autres que la discussion pour animer une réunion. Je ne vais pas vous en faire la liste exhaustive ici, mais en fonction de votre objectif, un brainstorming peut être intéressant. En fonction de votre objectif, un travail en sous-groupe peut être intéressant. Peut-être que ce qu'on appelle un métaplan, qu'on connaît aussi sous le nom de technique des post-it, peut être intéressant. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut vous donner le droit d'animer vos réunions autrement que simplement en vous mettant autour d'une table et en discutant à bâton rompu. La discussion, ce n'est pas une technique qu'il faut éliminer, hein, ça veut dire qu'il faut l'utiliser aussi, mais donnez-vous le droit de le faire un petit peu différemment. Et même si vous voulez travailler sur le mode de l'oralité stricte, vous avez plein de façons de structurer une réunion et de donner la parole à tout le monde. Je pense par exemple qu'un tour de table fait souvent gagner un temps colossal. Un tour de table, qu'est-ce que les uns et les autres vous pensez de cette question-là? Est-ce que le plan d'action commerciale, il faut y changer des choses par rapport à... on fait un tour de table. Ça aura plusieurs avantages. D'abord, ça vous permet à vous, en tant qu'animateur, de donner la parole aussi aux gens qui sont plus timides. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Quand vous avez un bavard comme celui qui vous parle actuellement dans une réunion et que vous avez à côté de lui une personne qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus introvertie,
Le bavard, il va tenir le crachoir sans difficulté et la personne à côté, elle va pas arriver à se positionner. Alors que l'expérience prouve que les gens qui parlent peu, moi j'ai des souvenirs incroyables dans des réunions où on était des bavards et puis des timides, et puis d'un coup le timide nous dit un truc qu'il n'était pas arrivé à placer depuis 15 minutes, et quand il avait fini sa phrase, on se dit merde, mince, il a raison. On aurait dû l'écouter tout de suite parce que sa remarque est tellement pleine de bon sens que si on l'avait écouté tout de suite, on aurait gagné 14 minutes, quoi. Donc, par exemple, le tour de table. Un tour de table commençant par les timides et les moins gradés avant. Pourquoi pas, ça dépend. C'est pas forcément idéal. Alors, vous pouvez aussi fixer une règle dans le tour de table ou même dans vos discussions qui est de limiter le temps de parole individuel. Moi, c'est quelque chose que je faisais il y a quelques années. Dans des réunions, j'avais beaucoup de monde et avec beaucoup de gros bavards. J'avais des gens de toute la France, avec des gens qui venaient de régions où on a l'habitude de parler beaucoup plus facilement, et puis c'était des personnes très extraverties, etc. Et donc, on avait fixé une règle, vous pouvez prendre la parole, mais pas plus de 2 minutes. Et on chronométrait jamais. Par contre, moi, en tant qu'animateur de réunion, quand je trouvais que le temps de la personne qui venait prendre la parole était trop long, je lui faisais ça. Attends, là, il faudrait que tu écoutes, parce que là, tu as dépassé tes 2 minutes. C'est pas une règle où on va chronométrer, c'est juste une règle qui me donne à moi, animateur de la réunion, un argument pour dire à celui ou celle qui tient le crachoir un petit peu trop longtemps, attends, là, il faudrait qu'on laisse la parole aux autres aussi. Alors, pour répondre à Elisabeth, comment interrompre un bavard, surtout quand c'est le patron? Déjà, il faut éviter de lui donner la parole à tout bout de champ. C'est-à-dire que face à ce type de personne, le tour de table est absolument une technique à utiliser. Ça marche bien. Vous savez que vous allez avoir votre chef pendant la réunion. Vous savez qu'en plus, c'est un bavard. On fixe la règle. Ça répond d'ailleurs à la question qui vient d'arriver et quand il prend la parole tout seul. Vous êtes animateur de la réunion, vous dites bien en démarrant le tour de table, bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table, c'est-à-dire que très clairement, chacun prend la parole à son tour et on ne s'interrompt pas. Ça vous permettra de dire même à votre chef, ah mais excusez-moi monsieur ou madame le chef, là c'était Jean-Marie c'était à lui de parler, est-ce que je vous donnerai la parole tout à l'heure? D'accord? Mais c'est une chose que je dis assez fréquemment dans les formations. En tant qu'animateur de réunion, vous êtes maître de la forme, c'est-à-dire que c'est à vous de décider comment doit se dérouler la réunion, mais vous êtes responsable du fond. C'est-à-dire que votre responsabilité, c'est d'arriver à atteindre les objectifs que vous êtes donnés, sur lesquels vous vous êtes tous mis d'accord. Ça marche? Et pour ça, et justement, comment interrompre un bavard, etc., vous avez des techniques d'animation qui vous permettent de ne pas donner la parole au bavard. La technique des post-it, tout le monde a autant de post-it, on a tous autant de post-it les uns que les autres, et donc même le bavard, il a 4 post-it, point à la ligne. Il ne peut pas en mettre 5, il en aura 4. Sur le tour de table, vous pouvez mettre des règles et vous pouvez faire respecter les règles du jeu. Vous êtes maître de la forme en tant qu'animateur, donc c'est vous qui arbitrez. Après, le chef, il faut qu'il respecte, il vous a délégué l'animation d'une réunion, oui, mais à un moment, si vous délègue l'animation d'une réunion, il vous en délègue la responsabilité et la façon de l'animer. Ça va? Je continue? Donc, j'en reviens à l'ordre du jour. Pour chaque point de l'ordre du jour, mettez-vous un objectif. Donc là, le petit astuce que je vous donnais tout à l'heure, c'est quoi? C'est de mettre un verbe dans votre point d'ordre du jour. Oui, tout à fait, Stéphanie. Avec de l'humour, on y arrive aussi. Ouais. Ah voilà, monsieur le directeur, je vois que vous ne respectez pas les règles. Il va falloir que je vous tape sur les doigts. Ça passe aussi. Osez le faire. Il ne pourra pas se vexer, surtout devant toute l'équipe. Il ne pourra pas... OK? Donc, un point d'ordre du jour, une méthode formelle,
Quand je dis méthode formelle, c'est justement ça dont je vous parlais à l'instant, ce sont les techniques d'animation. Est-ce que je vais faire une discussion? Est-ce que je vais faire un tour de table? Est-ce que je vais faire un métaplan? Est-ce que je vais faire un brainstorming, un travail en sous-groupe? Les techniques d'animation, mais il y en a des milliers. Donc, je vous en ai cité 5 comme ça. Ces 5 qui sont super efficaces en fonction de votre objectif. Ça, indiquez-le dans l'ordre du jour. OK? Indiquez une durée, vous verrez à quoi ça sert. C'est important, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, vous allez mettre 5 ou 6 points ou 10 points ou 2 points dans l'ordre du jour pour vérifier que ça rentre dans l'heure de réunion que vous avez budgétée. Eh bien, il va falloir que vous attribuez des durées à chacun des points qui rentrent dans cette heure-là. D'accord? Si vous mettez 10 points et qu'il vous faut 20 minutes à chaque fois, ce n'est pas la peine de rêver, ça ne tiendra pas en 1 heure. Donc, il faut que vous fassiez ce calcul en amont. Perdez pas de vue que les méthodes formelles souvent permettent de gagner du temps par rapport à une discussion à bâton rompu. Un tour de table de chacun, si vous êtes 10, ça prend 5 minutes au total. Si on respecte bien les règles du jeu, c'est 5 minutes maximum. On est 10, chacun à 30 secondes, et ben on finit au maximum en 5 minutes. OK ? Et quand c'est nécessaire, indiquez l'intervenant, parce que si c'est quelqu'un qui doit présenter, si c'est quelqu'un qui doit prendre la parole, ben, il faut qu'il le sache en amont. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un que de débarquer en réunion et de découvrir « Ah mince, je devais présenter quelque chose, le plan d'action commerciale, c'est moi qui dois le présenter ?» Tu aurais pu me prévenir, enfin, j'aurais préparé un PowerPoint, il aurait pu anticiper. Donc, l'intervenant, il doit être indiqué. Et s'il n'y a pas d'intervenant, si vous utilisez une technique où tout le monde participe, mettez simplement tous. D'accord? Non, Elisabeth, moi j'aime bien une durée pour chaque point. Voilà, accueil, présentation, 1 minute et demie, 2 minutes. Premier point de l'ordre du jour, ça va aller vite, 3 minutes. Le troisième point, etc., ça va me prendre 15 minutes, parce que là, il y a des discussions, etc. Mais vous allez voir à quoi ça va nous servir tout à l'heure. Hein. C'est presque un principe de gestion du temps aussi. Hein. OK ? Je continue. Donc, quand vous construisez votre ordre du jour, identifiez, ça c'est vraiment comme ça que je procède quand je prépare un ordre du jour. J'identifie les thèmes que je veux traiter. Pour chaque thème, je précise l'objectif, c'est-à-dire que je cherche le verbe que je vais mettre dans l'ordre du jour. Je réfléchis à la technique d'animation. Est-ce que je vais discuter? Est-ce que je vais faire un tour de table, enfin, etc. Et en fonction de ça, je vais pouvoir assigner une durée pour chaque thème. Ah oui, la technique d'animation va avoir un impact sur la durée que chaque point de l'ordre du jour va prendre. Le tour de table, il peut être beaucoup plus court qu'une discussion, ce que j'expliquais il y a un instant. Et après, vous rédigez aussi clairement que possible ça dans un mail d'invitation. Enfin, aujourd'hui, on fait tout ça par mail pour que tout le monde comprenne parfaitement ce à quoi la réunion va être consacrée et surtout comment ça va être fait. Ça va? Est-ce que je suis clair? Ça a l'air. Bon, OK. Pour rater une réunion, évidemment, n'utilisez pas d'outils. Il y a un outil qui est super intéressant, c'est le paperboard. Quand vous savez que la discussion va être tendue, quand vous savez que vous risquez ce qu'on appelle en réunion des résurgences, qu'est-ce que c'est une résurgence? On traite un point d'ordre du jour en début de réunion et puis une demi-heure après, il y a quelqu'un qui revient sur la décision qui a été prise, qui remet en question. Eh bien, le paperboard vous permet d'acter la décision. Vous écrivez, vous prenez votre feutre. Alors, pour tel point, on est tous d'accord, nous prenons telle décision. Et là, vous l'écrivez en grand. Comme ça, c'est figé. Et quand la résurgence se fait, là, vous dites, attends, excuse-moi, mais là, on avait acté cette décision. Vous revenez au paperboard en disant, mais on avait décidé ça. Et là, vous vous tournez vers le reste du groupe en demandant, les autres, vous voulez qu'on revienne en arrière sur la discussion? Et là, comme ils en ont déjà ras-le-bol et qu'ils ont envie de passer à autre chose, croyez-moi, dans 99% des cas, ils vont dire, non, c'est bon, on était d'accord. Ça nous va, cette décision est actée, donc vous pouvez enchaîner. D'accord? Donc, vous voyez, le paperboard peut servir à ça, il peut servir à matérialiser tout un tas de choses. C'est un outil que je vois malheureusement disparaître des salles de réunion
Et même trop souvent, quand je les vois dans les salles de réunion, il n'y a pas de feutre, il n'y a pas de papier. Enfin, c'est trop souvent... on peut même pas l'utiliser. Bon, le papier trimballé, son rouleau de papier avec soi, c'est toujours compliqué, mais des feutres, moi j'en ai toujours, parce que quand je vais dans une salle de formation, je sais jamais s'il y aura les feutres dont j'ai besoin, donc mes feutres dont j'ai besoin, ils sont dans mon cartable, et si j'en ai besoin, je sais que je peux les sortir. D'accord? Le vidéoprojecteur peut être un outil qui peut être intéressant quand il est bien utilisé. Là, je vous envoie au webinaire qu'on a fait, c'était l'année dernière ou l'année d'avant? Non, c'était il y a 2 ans, hein, Laetitia, sur la prise de parole en public et comment est-ce qu'on peut faire un PowerPoint efficace et performant. Il est en ligne sur le site des alumni de l'Université de Strasbourg, et il est aussi en ligne sur la chaîne YouTube de Tempéo, donc vous pourrez le retrouver. Voilà, merci Laetitia, elle vous met le lien. Donc, le vidéoprojecteur peut être un bon outil, mais ça peut être un boulet que vous traînez. Donc, allez regarder ça pour faire, quand vous avez besoin, une bonne présentation bien faite, efficacement préparée. Ça peut être quelque chose de très efficace, d'accord? Je continue. Si vous voulez rater une réunion, ne vous appuyez pas sur les autres. Faites votre animation tout seul. Eh oui, mais où est-ce que c'est écrit qu'un animateur de réunion doit tout faire tout seul? Où est-ce que c'est écrit? Il y a des choses, tellement de choses à gérer quand on veut animer une réunion efficacement, qu'avoir l'ambition de le faire tout seul, c'est quasiment impossible. Si vous avez un grand groupe avec des bavards, etc., croyez-moi qu'en plus la réunion, parce que les circonstances vous y obligent, se fait avec beaucoup de monde, animer tout seul, c'est absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous appuyer, pour moi, potentiellement, dans l'idéal, il y a 3 personnes qui doivent pouvoir vous aider. Pardon, 3, là, il est là. 3 personnes doivent pouvoir vous aider. 2 maîtres et un secrétaire. Et vous voyez bien, mesdames, parce que je vois surtout qu'il y a des femmes là, c'est pas dit une secrétaire. C'est pas forcément féminin, le secrétariat d'une réunion. D'accord? Quand je dis un secrétaire, j'aurais pu mettre dans l'écriture inclusive que je déteste, hein, une, non, mais c'est aussi bien un homme qu'une femme, mais j'y reviendrai dans un instant. Première aide, un maître du fond. C'est quelqu'un qui va vous recadrer quand vous partez dans des digressions, quand le groupe part sur autre chose. Et ça, c'est vraiment le problème des discussions à bâton rompu, quand on est sur des discussions qui ne sont pas très structurées, qui ne sont pas dans des tours de table, enfin, etc. Quand on est dans des techniques pédagogiques très génériques, un maître du fond, c'est quelqu'un qui dira excusez-moi, mais là, on est hors du sujet, on est en train de s'éloigner. Parce que si personne ne le fait, on va partir dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un problème dans nos réunions à la française, hein, c'est qu'on part du plan d'action commerciale et on finit sur le système de rémunération des commerciaux, sur les nouveaux produits qui vont sortir l'année prochaine, est-ce qu'ils sont bons ou pas, enfin, etc. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à vous recadrer. Et ça, c'est très difficile pour l'animateur. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la discussion. Il faut qu'il y ait quelqu'un parmi les autres qui ait cette capacité à prendre un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer dans la réunion et qui, quand il voit que ça dérape, quand on part dans la mauvaise direction, dise à l'animateur écoute, là, attention, là, on n'est plus dans le sujet. OK? Deuxième soutien sur lequel vous devez pouvoir compter, c'est un maître du temps. On a vu qu'il y avait un timing proposé dans l'ordre du jour. Eh bien, il y a quelqu'un qui doit aussi surveiller la montre, qui doit dire attendez, on avait prévu 15 minutes là, on n'a pas beaucoup avancé, ça fait 10 minutes qu'on en parle, il nous reste 5 minutes, il faut qu'on avance. Et qui dira 5 minutes plus tard, écoutez, là, ça fait 15 minutes qu'on est dessus. On a 2 solutions. Soit on continue sur ce sujet-là en supprimant ou en reportant un point de notre réunion, soit il faut qu'on prenne une décision très vite, qu'on acte une décision, qu'on se mette d'accord pour pouvoir enchaîner et respecter quand même le timing de notre réunion. Il faut qu'il y ait un maître du temps. Vous, quand vous animez une réunion, vous n'avez pas toujours la capacité de regarder votre timing. Vous n'avez pas les outils. Alors là, par exemple, il y a un outil qui est plutôt bien fait parce que je vois que tout en haut, ça fait
34 minutes et 30 secondes que je vous parle. Donc, j'ai une information qui est relativement simple et facile à traiter par rapport au timing qui est le nôtre sur cette intervention. Mais dans les salles de réunion, vous n'avez pas forcément cette information-là, et quelqu'un qui vous rappelle à l'ordre, ça peut être utile. Sachant que c'est pas parce qu'on a dit que 15 minutes était le temps alloué à un point de l'ordre du jour qu'on n'a pas le droit de déborder. Mais si on déborde, on le fait tous ensemble, on est tous d'accord. Ça veut dire qu'il faut que tous les participants soient d'accord et qu'au même moment, on s'accorde sur est-ce qu'on reste ensemble en réunion plus longtemps ou est-ce qu'on reporte un point de l'ordre du jour qu'on n'aura pas le temps d'aborder pour respecter notre horaire. D'accord? Ça, je considère que ça fait partie du respect que l'on doit aux participants, qui est de dire on commence à telle heure, on termine à telle heure, et si on déborde, on se met tous d'accord. Les réunions qui s'annoncent pour terminer à 15 heures et qui terminent à 16 heures, pour moi, c'est irrespectueux des autres personnes, des gens qu'on invite en réunion. D'ailleurs, ça, c'est un petit truc que je vous suggère, que je vous glisse. Quand vous allez dans une réunion dont vous savez que l'animateur n'est pas très, très performant et qu'il risque de déborder, avant que la réunion démarre, vous le prenez à part en lui disant « Écoute, excuse-moi, mais la réunion doit terminer à 15 heures, hein, c'est bien ça? Ok, parce que moi, à 15h30, à 15h15 ou après, j'ai un autre truc. J'ai une autre réunion, j'ai un rendez-vous, enfin, etc. Il faudra que je vous quitte à cette heure-là. » Comme ça, vous avez au moins un prétexte que pour vous éclipser. Ça marche? Je pense qu'une réunion bien préparée commence à l'heure et finit à l'heure. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, j'ai oublié de dire un truc pour rater une réunion, c'est de commencer en retard. Hein. Comment on fait pour que les réunions commencent à l'heure? Quelles sont les solutions que vous pratiquez? Je suis sûr qu'il y en a une qui va arriver, là, je suis sûr que c'est celle que je ne veux pas voir. C'est celle qu'il ne faut pas utiliser. Alors, j'attends, je vois plusieurs qui sont en train de taper, là. Qu'est-ce qui va sortir? Avec ce que j'ai dit, peut-être quelqu'un qui va se censurer. Un rappel un petit peu avant l'heure. Ouais, ça va encore, ça, Marie. C'est pas tout à fait scandaleux. Non, ce que je vois souvent, c'est on les convoque un quart d'heure plus tôt. Ouais, sauf que pour eux, comme vous dites, on commence à 14h et que vous commencez qu'à 14h15, pour celui qui est convoqué à 14h, il va commencer dans son esprit avec un quart d'heure de retard. Non, on va être clair. La seule solution pour être à l'heure, c'est de commencer à l'heure. C'est tout bête, mais si vous acceptez de commencer votre réunion en attendant les derniers sous prétexte que, etc., vous commencerez systématiquement en retard. Et la fois d'après, même ceux qui étaient à l'heure vont venir en retard parce qu'ils se diront « Oh, bah avec machin, quand les réunions démarrent, elles ont toujours 10 minutes de retard. » Donc la meilleure solution, c'est de commencer à l'heure. Il n'y a pas d'autre solution. On commence à 14h. Je vous le rappelle, 14h, c'est la petite aiguille sur le 2 et la grande sur le 12. Que j'explique à ma fille qui apprend à lire l'heure sur une montre bracelet. D'accord? Donc, c'est la seule solution. Ça veut dire très clairement que vous, en tant qu'animateur, vous devez être là avant. OK? Laetitia et moi, on est ensemble en ligne là depuis 13h15 parce qu'il fallait vérifier que tout fonctionnait, etc. Pour qu'à 13h29, c'est Laetitia qui elle a commencé à déclencher la vidéo et on a pu démarrer à l'heure. D'accord? Et tant pis pour les gens qui sont en retard. On va leur donner l'habitude, quelqu'un le dit, c'est ça, Marie, donner l'habitude de commencer à l'heure. Si vous leur donnez l'habitude de commencer en retard, ils viendront en retard. OK ? Le secrétaire, qui est le troisième soutien de l'animateur de réunion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre des notes. Alors, ça n'a pas besoin, sauf dans des réunions très statutaires, hein, les conseils d'administration, les CHS, on ne dit plus CHSCT dans les entreprises, je ne sais plus comment on dit maintenant, je n'ai pas encore intégré la nouvelle dénomination, mais ce n'est pas grave. Où là, il faut quasiment un verbatim. Bon, dans ces réunions très particulières, c'est un peu particulier. Mais... pardon, attendez, je me rends compte que je cumule tous ces rôles dans les réunions que j'anime. Comment puis-je amener une reddistribution
distribution des rôles. Elisabeth, la meilleure solution, c'est que avant le début de la réunion, vous prépariez des gens à dire, dis donc Gérard, est-ce que tu veux bien faire le secrétaire de la réunion? Et Claudine, toi qui es plutôt très cadrée, etc., est-ce que tu veux bien jouer le maître du fond, etc. Vous l'anticipez un petit peu pour être, parce que si vous démarrez la réunion en expliquant j'ai besoin d'un maître du temps, d'un maître du fond, d'un secrétaire, vous allez perdre 10 minutes sur votre timing parce que vous n'aurez pas de volontaire. Donc cherchez-les avant. Là aussi, faites tourner les rôles. J'ai testé la distribution des rôles, mais ça prend beaucoup plus de temps que si je le fais moi-même. Comment ça, Evelyne? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oui, ils n'ont pas l'habitude, mais pas encore. C'est un investissement. Ils vont l'apprendre, il faut leur donner cette habitude. Donc, partager les rôles de manière à ce que chacun puisse s'habituer à ce que à ça, quoi, que on va avoir des missions que certaines personnes dans la réunion ont un rôle un petit peu différent. Ok. D'ailleurs, peut-être que le premier point d'ordre du jour de la première réunion, ça pourrait être expliquer les rôles de chacun dans la réunion. Et vous mettez entre parenthèses animateur, maître du temps, maître du fond, secrétaire. Et vous mettez 3 minutes comme ça. Voilà, c'est 3 minutes sur 1 heure de réunion, c'est pas grave. Hein. Et puis la fois d'après, c'est bon. Est-ce que je vais continuer? Ça va pour tout le monde là? Je bafouille un petit peu, mais est-ce que je suis quand même clair? Ok. Pour rater une réunion, ne faites pas de rappel ni de validation des objectifs et ne faites pas de contrat de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier point de l'ordre du jour, ça va être « Je vous rappelle les objectifs de la réunion, on va élaborer le plan d'action commerciale, pour ça on se donne 25 minutes, on va faire ceci, pour ça on se donne 10 minutes, etc. » Ce qui nous fera terminer à 16h00. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ok. Donc, on va tout faire pour respecter le timing. C'est très important, surtout si les réunions doivent dépasser l'heure pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Si vraiment vous devez faire une réunion de plus d'1 heure, très important de valider le contrat de temps. Ne serait-ce que parce que y a des gens qui doivent partir à la fin de la réunion. Et si vous calez une réunion, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à 16 heures, validez bien que tous les participants sont disponibles jusqu'à 17 heures. Moi, j'ai en souvenir cette amie qui élevait toute seule sa petite fille il y a quelques années, à qui son chef, le grand patron de l'entreprise, dit tel jour à 17 heures, on a une réunion. Elle valide encore avec lui, mais ça durera bien 1 heure. Pourquoi? Parce que je dois chercher ma fille Valentine au jardin d'enfants à 18 heures, enfin avant 18h15. Alors on est tout près du jardin d'enfants, mais si je pars pas à 18 heures, je serai en retard. D'accord? Si ça doit déborder, c'est pas grave. Ma mère ou mon père, enfin voilà, il y a quelqu'un qui peut aller la récupérer, mais il faut que je le sache. Et puis évidemment, comme son chef n'a pas tenu le timing, qu'est-ce qu'elle s'est retrouvée à faire? Elle s'est vue obligée de quitter la réunion, parce que vous êtes tous d'accord avec moi. On laisse pas une petite fille qui avait 5 ans à l'époque, toute seule dans la rue. Enfin, elle ne serait pas restée toute seule, mais on n'enquiquine pas les gens qui s'occupent du jardin d'enfants parce que quelqu'un ne sait pas gérer ses réunions. D'accord? Donc, voilà, elle a dû partir avant l'heure. Donc, pour moi, passer un contrat temps avec les participants, c'est très important. C'est faire preuve de respect pour ces gens-là. On commence à l'heure, c'est mon exigence en tant qu'animateur, mais en contrepartie, moi, je vous dis, on terminera à l'heure. D'accord? Allez, j'avance. Si vous voulez rater une réunion, surtout laissez les discussions partir en live, laissez-les partir dans tous les sens. Donc, ne maîtrisez pas ou ne contrôlez pas la durée, ne maîtrisez pas la prise de parole, n'utilisez pas le tour de table si vous voulez rater votre réunion. OK? Donc là, je ne m'appesantis pas sur ça. J'ai déjà évoqué des trucs comme utiliser le tour de table, comme donner un temps à chacun maximum quand il prend la parole.
qui sont des outils très efficaces quand on a un groupe un peu bavard, un peu virulent, ou on a un sujet un petit peu difficile. Hein. Est-ce que ça va sur cette vidéo, cette diapo, pardon, je vais un peu plus, où vous avez des questions? Ah, je vois qu'il y a une question qui est en train de venir. Ah ok, non, c'est juste pour me dire que ça va, super. On avance alors. Conclusion. Conclure une réunion, ne pas bien la conclure, c'est aussi la rater. Donc, pour la conclure correctement, on rappelle les objectifs de la réunion et on résume les résultats. On avait décidé d'élaborer le plan d'action commerciale. Est-ce qu'on a atteint les objectifs, oui ou non? D'accord? Si c'est oui, bravo, on a bien travaillé, on a le droit de se féliciter. Si c'est non, on a normalement d'ores et déjà pris des décisions quant à la date à laquelle on va s'en occuper plus tard. On peut revenir dessus. Rappeler qui doit faire quoi. Prenez date. Donc, on doit se revoir et nous nous reverrons. Et là, on cale la réunion tout de suite. Si vous devez faire derrière un doodle, vous allez perdre un temps fou et vous n'aurez pas forcément toujours les personnes dont vous avez besoin. Donc, on cale la date tout de suite. OK. Aujourd'hui, on a tous un accès à son agenda quand on rentre en salle de réunion. Donc, c'est assez facile d'y accéder. Et puis, pour moi, il y a une dernière chose à ne pas faire, à faire pour rater une réunion, c'est de ne pas faire un compte-rendu. J'ai l'habitude de dire dans mes formations, réunion sans compte-rendu, c'est réunion foutue. Donc, on fait une réunion, on fait un compte-rendu. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément un verbatim très structuré où chacun a dit quoi. Pour moi, si c'est une réunion habituelle, on peut se contenter de faire une réunion, de faire un compte-rendu, décidément, qui reprend les décisions, le qui et le quand. Et moi, je fais des comptes-rendus en 3 colonnes. Est-ce que je l'ai mis là? Je ne sais même plus si je l'ai mis dans mon diaporama. Non. Quand je fais une réunion avec un compte rendu, que je prépare un compte rendu, je mets une colonne sujet, si vous voulez, et après je mets 2 colonnes qui et quand. Donc s'il y a une décision, s'il y a des informations, tout ça c'est dans la colonne sujet qui est la colonne la plus large. Et puis à chaque fois que quelqu'un doit faire quelque chose, eh bien je vais même me le mettre en rouge dans le compte rendu. Et puis, je vais mettre à côté, dans les 2 colonnes qui suivent, qui doit faire et quoi. Et pour quand, pardon. Et pour quand. Parce que si vous ne mettez pas ça dans les informations, vous risquez ça risque de ne pas être fait. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens reviennent en réunion quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils relisent le compte-rendu quelques jours avant pour vérifier qu'ils ont bien tout fait. Et s'ils n'ont pas tout fait, ils disent « Ouh là là, oui, c'était prévu ». Donc, il faut tout de suite, ils vont même rattraper le retard grâce à cet outil-là. Ce qui veut dire que le deuxième point, en général, de l'ordre du jour de votre réunion, on a dit que le premier, c'est rappel des objectifs et du timing. Le deuxième, c'est valider le compte-rendu de la fois précédente et faire le point sur ce qui devait être fait. Voilà. Ça va ? Alors, il nous reste quoi, une grosse dizaine de minutes. Est-ce que vous avez plutôt, quelles sont vos questions? Ah, pardonnez, Christine, un exemple serait bien. Un exemple pourquoi? Pardonnez-moi, parce que je n'ai pas vu votre intervention sur le chat immédiatement et du coup, je ne sais plus. Ah, ben je peux plus, j'aurais dû le télécharger. Mais faites un tableau Word, hein, c'est très simple, hein, une colonne assez large sur le sujet et 2 colonnes plus petites, le qui et le quand. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, vos questions alors. Comme ça, je peux un peu me désaltérer. Vous pouvez prendre le micro, il n'y a pas de souci, ça ira plus vite que d'écrire. Là, c'est une question pour Laetitia. Moi, je veux bien me lancer, éventuellement, si vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends. C'est Elisabeth. C'est Elisabeth Fuchs. Alors, moi, ma question, ce serait qu'est-ce qu'on fait des interventions un petit peu intempestives du genre ah, mais c'est pas à l'ordre du jour, mais il y a cette chose-là dont je voulais vous informer ou dont je voulais parler, etc. Qui ouais, est ou pas urgent.
D'accord, mais je vous propose qu'on en parle lors de notre prochaine réunion. Oui, même juste pour une information. Très honnêtement, pour avoir vécu des réunions avec des points divers qui prenaient des proportions délirantes, il y a un moment où je me dis, mince, moi, quand j'invite les gens à une réunion, je rajoute toujours, et n'oubliez pas, si j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir avant la réunion. D'accord ? Je le fais, mais ça marche pas. Ouais, après, j'ai envie de dire que il me semble que je suis l'animateur de la réunion, j'ai le droit d'arbitrer si ça me paraît pertinent ou pas. Alors si ça me paraît pertinent, je dis ah oui, je l'ai oublié, mais vraiment très très vite parce que c'est pas la préoccupation principale. Et là, je vous donne 30 secondes ou une minute. Et puis si ça me paraît pas pertinent, je dis ok, oui, c'est un sujet intéressant, mais là, on a vraiment d'autres priorités aujourd'hui. Je pense que ça, on va le mettre pour la réunion la fois prochaine. Ok, merci. Je vous en prie. Natacha me demande comment éviter que les participants fassent autre chose pendant la réunion. Très honnêtement, il faut que vous ayez choisi les bonnes personnes et que vous animiez correctement votre réunion. Je vais être très dur, hein, je vais être très méchant, mais si dans vos réunions, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, interrogez-vous sur votre façon d'animer la réunion. Ou le choix que vous avez fait de les inviter ou pas. Alors, c'est vrai que quand on a une réunion d'1 heure on peut aborder 4-5 sujets différents, il n'est pas forcément évident que tous les participants à la réunion soient intéressés par tous les sujets que vous allez aborder. Mais dans ces cas-là, moi, je suis assez partisan de dire, bon, bah écoute, Gérard, les 3 autres points de l'ordre du jour ne te concerne pas directement, donc tu n'es pas obligé de rester si tu penses que… Donc, c'est pas grave, ne vous vexez pas si les gens vous disent, écoute, ce point-là, c'est pas mon problème, je verrai les informations qui m'intéressent dans le compte-rendu. Eh ben, laissez-les partir, c'est beaucoup mieux que d'avoir quelqu'un qui fait autre chose. Surtout que celui qui est en train de traiter les mails, pendant traiter ses mails, à un moment, il va revenir en arrière, il va vous créer une résurgence parce qu'il aura loupé une information qui, là, pour le coup, l'intéressait. Donc, si vous choisissez bien les participants, si vous organisez bien, si vous identifiez bien les objectifs et si vous animez bien votre réunion, normalement, tout le monde devrait être intéressé. Quand je dis animer bien, je répète ce que je vous disais tout à l'heure, animer une réunion, c'est pas que discuter, c'est utiliser d'autres techniques d'animation, le métaplan, le tour de table, enfin, il y en a des milliers, donc donnez-vous le droit de faire autrement, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, Natacha, ou… Ah, je vois que Natacha est en train d'écrire, donc elle précise son interrogation. Alors, attendez, pourquoi plus de messages ci-dessous, là ? Hop. Ok, super, merci. Quelles sont vos autres questions ? Oula, soit je vous ennuie profondément, soit j'ai été vraiment très bon, mais là, on va rester un peu d'humilité. Moi, je pense que tu as été très bon parce que tu as tenu le timing, il est 27. Flatteuse. Bon. Écoutez, ça c'est une chose aussi que vous devez vous autoriser à faire en réunion. C'est pas parce que vous avez dit 1 heure que vous devez tenir 1 heure. Si, comme je sais c'est le cas, vous pouvez conclure la réunion avec un tout petit peu d'avance, faites-vous ce cadeau-là. Parce que les participants, si l'ordre du jour est épuisé, que tous les objectifs sont atteints, les participants seront contents de se dire « Ah bah tiens, dis donc, on a bien travaillé, et puis en plus on peut rentrer un petit peu plus tôt que prévu. » D'accord ? Je profite, allez, je prends encore 15 secondes, vous trouverez sur mon site internet d'autres trucs, d'autres astuces sur la réunion, la prise de parole en public, vous tapez tempéo.fr, je fais un peu de pub, hein, Laetitia, et sur la gestion du temps, donc tempéo.fr, et vous pourrez aller voir, il y a pas mal d'articles autour de ces sujets-là. Je rajoute beaucoup de choses aussi en ce moment sur la messagerie. Voilà.
Écoutez, pour être cohérent avec ce que je vous ai raconté à l'instant, et si vraiment vous n'avez plus de questions, je vais vous remercier pour votre attention et vous dire peut-être à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup à tous et à toutes. À bientôt, j'espère. Oui, si vous